Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans le studio UPR TV un de nos délégués à la fois départemental et régional et qui était de passage à Paris. C'est Sébastien Dubois. Bonjour Sébastien, qui est notre délégué départemental Martinique et plus généralement qui s'occupe de les Antilles-Guyane, un petit regard aussi vers l'outre-mer, vers le reste de l'outre-mer. Voilà, on essaie d'avoir un petit peu de contact avec les autres délégations d'outre-mer. Voilà. Mais bon, c'est un peu artificiel parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre... à La Réunion, à Nouvelle-Calédonie, ils ont chacun... C'est un peu difficile de les rattacher à vous. Bien sûr. Alors, vous avez 43 ans, vous êtes adhérent à l'UPR depuis... Depuis 2014. Voilà. De fin 2014, j'ai découvert l'UPR par mes recherches personnelles. Personne ne m'avait jamais parlé de ce parti. Et il y avait à l'époque 11 adhérents. Je devais être le 12e. J'avais reçu... En Martinique. En Martinique, ouais, en Martinique. Et puis bon, on est monté à plus de 100 adhérents en l'espace de quelques années, avec l'émulation aussi des élections, etc. Donc, alors, ça fait combien de temps que... Parce que vous n'avez pas tout à fait une tête de Martiniquais de souche. Ça fait combien de temps que vous vivez en Martinique? Ça va faire 15 ans que je suis en Martinique. D'accord. Voilà, où je vis avec ma compagne qui est martiniquaise d'origine. Et je suis installé là-bas dans une commune du sud de l'île qui s'appelle Le Diamant. Qui est connu pour son fameux rocher. Avec une bataille franco-anglaise de 1805. 1804-1805, tout à fait. Pendant les guerres napoléoniennes. Tout à fait. Okay. Voilà, je suis allé voir Sébastien Dubois et sa compagne Laurine. Ils sont dans une petite maison tout à fait magnifique, avec une vue superbe sur le Diamant, ça fait rêver. Effectivement, c'est une des plus belles plages de la Martinique, avec ce rocher du Diamant. Ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'aller en Martinique le savent. Mais on n'est pas là pour faire trop de tourisme, on est là quand même pour parler de l'UPR et puis surtout de la situation en Martinique. Alors, on va commencer par le sujet qui domine un petit peu tout, la Covid-19. Qu'est-ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe et en Guyane avec la Covid-19 ? Mais avec la Covid-19, il s'est passé un petit peu ce qu'on a tous vécu un peu partout, c'est-à-dire un confinement à partir du mois de mars. Alors les règles ont été un peu différentes quand même sur les îles de Guadeloupe et Martinique et puis sur le territoire de la Guyane. Sachant que, en fait, vu l'insularité de nos îles, Martinique et Guadeloupe, les vols ont été suspendus très vite. Ce qui fait que la Guyane n'est pas une île. La Guyane n'est pas une île, il faut le rappeler. Il faudrait le rappeler notamment à M. Macron qui croyait que la Guyane était une île. Tout à fait. Encore une histoire incroyable. Voilà. Donc les vols ont été suspendus, en tout cas, voilà, pour Martinique, Guadeloupe et Guyane également. Et donc, ce qui fait qu'on a eu des cas au début de l'épidémie, mais l'épidémie ne s'est pas tellement propagée, en tout cas pas dans les proportions qu'on peut avoir connues en France métropolitaine, notamment. L'épidémie, il n'y a pas eu énormément de cas comparativement à ici. En Martinique, je crois qu'on était aux alentours de 12 000 cas qui ont infectés. Et il y a eu 99 décès répertoriés, en tout cas, liés à la Covid. Alors ça permet de calculer le nombre de morts par habitant. En France, on est à 1600. Aujourd'hui même, 20 juin 2021, on est à 1640 morts par million d'habitants, donc en France métropolitaine. En Martinique, on en est à combien ? En Martinique, ça doit représenter plutôt de l'ordre de 267 ou 268 morts par million d'habitants. Si on rapporte 1 million, parce qu'il n'y a que 370 000 habitants en Martinique. D'accord, donc 26 pour 100 000 habitants, quoi. Exactement, voilà, d'accord. Tout à fait. Ça veut donc dire qu'il y a 6,3 fois plus de morts par habitant
en France métropolitaine qu'en Martinique. C'est énorme. La différence est absolument énorme. Alors, je crois qu'en Guadeloupe, on en parlait juste avant l'émission, c'est un petit peu plus quand même. Hein. Il y a 662 morts par million d'habitants. En Guadeloupe. Et à la Guyane, on doit être aux alentours de 440 morts par million d'habitants. Donc des chiffres quand même beaucoup moindres que... Même en Guadeloupe, qui est le département où il y a des Antilles-Guyanes français, où il y a le plus de cas de décès, on est quand même très en deçà, effectivement, avec 670 morts par million d'habitants. En Guadeloupe, on est quand même quasiment près de 3 fois moins qu'en France métropolitaine. Alors, il y a quelque chose, il y a le pourquoi, donc vous avez expliqué on a verrouillé un petit peu l'entrée sur le territoire, mais il y a aussi peut-être des traitements locaux. Il y a un traitement, en effet, il y a les herbes, on appelle ça le zerbe à pic en langue créole, qui permet de fabriquer un médicament qui s'appelle le Virapic, qui est fabriqué par le laboratoire Phytobocase. C'est fabriqué où? En Guadeloupe. C'est en Guadeloupe. Ouais, c'est un laboratoire situé en Guadeloupe et donc a connu un regain de notoriété à l'occasion de la Covid, puisque il a été plus ou moins démontré que l'efficacité sur le virus des personnes qui prenaient ce médicament. À titre prophylactique, c'est ça? À titre prophylactique, mais ça avait été aussi testé en laboratoire. Il y avait eu donc après en laboratoire et de manière après à l'échelle, je ne sais pas s'il y a eu énormément d'études, mais en tout cas, ce produit-là, comme d'autres, pouvait en tout cas avoir un effet positif sur la guérison des gens qui avaient le Covid. Alors, je suis heureux de vous l'entendre dire parce que j'avais lu dans la presse, en France métropolitaine, on en a quand même très peu parlé, mais je regarde toujours un petit peu ce qui se passe outre-mer. Et j'ai vu qu'il y avait eu un engouement extraordinaire. Ça avait été relayé par notamment France 3 Outre-mer, RFO, et puis même dans quelques articles de presse française métropolitaine. Il y avait eu un engouement extraordinaire pour ce médicament qui s'appelle le Virapic. On le trouve en métropole aussi. On le trouve en métropole aussi, dans certaines pharmacies. Donc c'est ça, avec des herbes traditionnelles, et les gens le prennent à titre préventif. Prophylactique, tout à fait. C'est un genre de sirop qu'on utilise, que moi je connais déjà depuis plus de 10 ans, puisqu'on l'utilise à toutes les périodes grippales, ce genre de choses. Ah oui, c'était déjà un antigrippal. Oui, tout à fait. On peut l'utiliser dans ce but-là aussi. Enfin, c'est quand même extraordinaire si on y réfléchit, parce que je me rappelle avoir lu un article ou deux qui disait, bien entendu, qu'il n'y avait aucune preuve, etc., qu'il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas d'études randomisées et compagnie. Sous-entendu, tout ça, c'était de la charlatanerie. Peut-être, c'est possible. Enfin, force est quand même de constater, c'est pas drôle d'ailleurs ce que je dis, c'est force est de constater qu'en Martinique, en Guadeloupe, les habitants prennent ce médicament très très régulièrement. C'est un antiviral connu et un antigrippal connu depuis des années. C'est fait avec des plantes locales. Et puis, force est quand même de constater. Alors évidemment, on va me dire, oulala, il n'y a aucun rapport, vous faites un rapport. Peut-être qu'il n'y a aucun rapport, mais force est de constater qu'il y a quand même 6,3 fois moins de morts par habitant en Martinique qu'en métropole, et 3 et quelques fois moins de morts en Guadeloupe qu'en métropole. Ça, quand même, ça pose question. Puisque comme c'est un médicament qui n'a aucun risque, en fait, qui ne présente aucun risque, pourquoi s'en priver? Et pourquoi en avoir privé les Français métropolitains? On peut se poser la question. Après, il faut... Les pharmacies métropolitaines ont été dévalisées aussi. Ah oui. Mais il y avait peut-être la production ne suffisait pas oui. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit... notamment par des compatriotes d'origine antillaise qui vivent en métropole. Ouais, tout à fait. Bon, alors, à part ça, quels sont les problèmes de la Martinique et puis des départements d'autour? Mais disons, comme vous vivez en Martinique, c'est quoi les problèmes principaux en ce moment? Il y a un gros problème qui vraiment inquiète la population martiniquaise, guadeloupéenne aussi. C'est la question de la chlordécone, du chlordécone, cette molécule qui a été utilisée dans des pesticides à partir des années, en Martinique, c'était à partir des années 70. 72 pour lutter contre le charançon du bananier, qui est un petit coléoptère qui est un nuisible. Et donc... Oui, parce que la banane reste l'un des principaux produits agricoles, une des principales productions agricoles. Il y a la banane et puis il y a la canne à sucre. Et le rhum, quoi. Ouais, voilà. On va y revenir tout à l'heure. Mais alors, donc, la banane, donc, pour empêcher le charançon
hein, pas le Pierre-Georges Chalençon. Tout à fait. Non, non. Le chat. Le charançon du bananier. Donc, pour lutter contre ce petit parasite, il y avait déjà des produits avant, mais on a un produit venant des États-Unis qui a été vendu comme un produit miracle, mais qui, en effet, s'est avéré très efficace contre le coléoptère, mais qui a pollué les sols. Oui. De Martinique et de Guadeloupe, dans certains endroits où il y avait les bananeraies, pour des siècles, hein, puisque c'est une molécule qui a une particularité de ne pas être biodégradable et de s'insérer dans les sols et d'y rester, j'ai lu, ça peut rester entre 250 et 650 ans dans le sol. Et donc, ce qui fait que ça pose des problèmes, après, dans les écoulements avec le ruissellement, ça se retrouve aussi dans la mer, parce que donc ça contamine les poissons, donc ça pose des problèmes énormes au niveau même de la pêche, de l'agriculture en général. Et alors les conséquences sur les populations, et sur les populations, on a, alors encore une fois, il n'y a pas des études qui démontrent formellement cela, mais on constate qu'en Martinique, il y a une surreprésentation très importante des cancers de la prostate, notamment. Voilà. Donc, ce qui représente à peu près 50% des cancers chez les hommes. 50% des cancers chez les hommes, c'est les cancers de la prostate. De la prostate en Martinique. Et qui pourraient être provoqués par la chlordécone. Par la chlordécone, oui, puisqu'on a un taux très supérieur de cancer de la prostate en Martinique par rapport à tout le reste des territoires métropolitains. Et le taux, alors, à peu près, vous savez Je crois que ça représente environ 0,5% des hommes qui seraient contaminés. Ah, c'est énorme. Donc, si je comprends bien, on est quand même dans un pays en France où on interdit des médicaments comme pour l'utilisation, par exemple, contre la Covid-19, on interdit l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine, qui sont des médicaments connus, le premier depuis 70 ans, le deuxième depuis 30 à 40 ans, et qui sont connus pour être totalement inoffensifs, avoir des effets négatifs très très faibles, beaucoup moins par exemple que le Doliprane. Mais on est un pays également où on autorise des produits phytosanitaires aux effets qui peuvent être très dangereux sur notamment non seulement l'environnement mais la santé humaine, comme le chlordécone qui porte assez bien son nom, si j'ose dire. Donc les populations sont furieuses, évidemment. Et bien sûr, il y a des procès actuellement, parce que cette molécule, c'est la molécule qui s'appelle le chlordécone, a été utilisée pour des pesticides qui portent d'autres noms, qui ont été d'abord, c'était des produits qui venaient des États-Unis et qui ont été interdits aux États-Unis, puis qui ont continué à être utilisés en France par... C'est ça, les Américains, ils se sont rendus compte, ils ont fourgué. C'est un petit peu comme l'AstraZeneca. Quand on se rend compte que ça marche pas trop bien, on se dit on va donner ça aux Africains, quoi. Donc les produits américains dont les Américains ne voulaient plus chez eux, ils continuent à le vendre aux anti-françaises. Ça a été en effet autorisé en 1972 par la France pour l'utilisation dans les plantations de bananes. Et ensuite, les produits ont été complètement interdits à la commercialisation et à la production. Et par contre, le brevet a été racheté par une entreprise française. Et d'autres produits ont été créés à partir de cette molécule. Et donc l'utilisation de cette molécule a perduré jusqu'en 1993. Ah oui, quand même. Hein, avec une interdiction en 90, mais avec quand même une interdiction, mais une possibilité quand même de l'utiliser pendant encore 2 ans après l'interdiction. Donc c'est vrai que là, les gens sont furieux vis-à-vis de ça, des responsabilités de l'État français dans ce dossier. Mais évidemment, on ne peut pas parler que de la responsabilité de l'État français. Il y a aussi le lobby des planteurs, voilà, etc. Qui a été là. Bon, et des intérêts économiques. Il faut espérer que les malades, quand même, pourront être guéris. Ben oui. Et puis, alors, quels sont les autres problèmes en Martinique? Il y a le problème de l'octroi de mer, comme en Guadeloupe.
L'octroi de mer, oui, c'est un sujet actuellement qui refait surface beaucoup, j'ai l'impression. Alors expliquez bien à nos auditeurs, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'octroi de mer dans l'outre-mer français. Alors l'octroi de mer, c'est une taxation spécifique qui touche tous les produits qui sont importés en Martinique ou en Guadeloupe. Tous les produits qui entrent dans l'île. Qu'ils viennent de France métropolitaine ou d'Allemagne ou du Brésil ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée sont taxés. Sont taxés par cette taxe de l'octroi de mer. Et cette taxation paraît injuste aux yeux des populations, mais elle a un sens. C'est-à-dire qu'elle, c'est une protection pour les économies locales. C'est elle qui finance aussi une grande partie des collectivités locales. Et c'est vrai que ça, on a l'impression quand même qu'on a l'Union européenne qui pousse depuis un certain nombre d'années à ce que la France abroge en fait finalement ce système d'octroi de mer pour en fait qu'on soit dans un système de libre-échange plus conforme aux règles européennes. D'accord, parce que il faut savoir en effet que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane sont des départements d'outre-mer français qui font donc à ce titre partie juridiquement de l'Union européenne dans ce que l'on appelle les RUP, les régions ultrapériphériques. Et je me rappelle être allé en Guadeloupe, j'étais allé voir le président de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui faisait partie de la Guadeloupe. Et il y a eu un référendum où ils ont demandé à sortir du département de la Guadeloupe. Ils sont devenus une collectivité d'outre-mer. Et dans le régime juridique français, les collectivités d'outre-mer ne sont pas parties intégrante de l'Union européenne. Par exemple, la Polynésie française, les territoires d'outre-mer, ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc la collectivité, on est dans les Antilles, on a cette petite commune de Saint-Barthélemy qui était dans l'Union européenne et qui est sortie de l'Union européenne. J'étais allé voir le président d'ailleurs pour demander alors comment ça s'est passé. Ça a été l'apocalypse, il a rigolé. Et non, parce que maintenant c'est eux qui décident d'ailleurs de leurs taxes, de TVA, de tout ça, alors que vous êtes assujettis, les départements d'outre-mer, aux directives européennes. Alors l'Union européenne voudrait supprimer l'octroi de mer pour avoir justement la libre circulation des marchandises et le marché unique avec les pays de l'Union européenne. Mais le problème, c'est qu'évidemment, si on fait ça, si on supprime l'octroi de mer, ça veut dire qu'on condamne en fait ce qui reste d'agriculture locale. J'avais vu le cas à l'île de la Réunion, c'est exactement pareil, où la production agricole réunionnaise, par exemple, en matière de canne à sucre, en matière de vanille, risque d'être complètement détruite par Madagascar, par l'île Maurice. Ben vous, c'est pareil. C'est-à-dire que si on supprime ça, dans 5 ans, il n'y aura plus de bananes en Martinique. Ça sera des bananes qui seront du Costa Rica ou de je ne sais pas où. Et puis le rhum ira également, va plonger. Donc il restera quoi? Des gens qui iront à Pôle emploi, c'est ça? Mais c'est ce qu'on peut craindre. Et on peut s'attendre au fait que la vie ne sera pas moins chère, parce que c'est comme ça que c'est vendu, en fait, cette suppression de l'octroi de mer. Mais la vie sera pas moins chère parce qu'on va certainement contrebalancer cette perte de taxes pour la collectivité par une autre taxation. Donc on essaie de faire vraiment penser aux gens que c'est un vrai problème de la cherté de la vie, alors que non, c'est plutôt une protection pour les emplois locaux, pour l'économie locale. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes, on n'entend pas beaucoup d'élus défendre ça. Parce que ce qu'il faut savoir, bien sûr, enfin la plupart des auditeurs s'en rendent compte, je l'espère, c'est que lorsque l'on va en Martinique, en Guadeloupe, et qu'après on va dans les îles juste à côté comme Sainte-Lucie ou la Dominique, le niveau de vie passe est divisé par 10 à peu près. Enfin, c'est quelque chose qui est... La vie est très chère là-bas. Maintenant, il y a des situations aussi monopolistiques qui peuvent justifier ce phénomène-là. Donc il y a des actions à faire, mais elles ne sont pas forcément sur ce qui peut être facilement attaquable. On est dans la même situation que Mayotte vis-à-vis des Comores ou que l'île de la Réunion. Ce sont quand même des départements où on a un niveau de vie, même s'il est peut-être inférieur à la métropole, qui est très très largement supérieur. Oui, la vie dans les îles à côté. Oui, dans les îles à côté. Donc, inférieure. Oui. Est-ce qu'il y a de l'immigration clandestine en Martinique, en Guadeloupe?
C'est marginal, hein, vraiment, comparativement justement à Mayotte, c'est vraiment pas des situations comparables. Hein. En Guyane, peut-être, alors. En Guyane, plus, évidemment. Ouais. Martinique, Guadeloupe, Guyane, puisqu'il y a le Brésil et le Suriname qui sont vraiment limitrophes, c'est impossible de contrôler les frontières sur toute leur longueur. Donc, évidemment, et puis il y a vraiment une pauvreté. Donc, évidemment, beaucoup de ressortissants de ces pays souhaitent venir en France. En Guyane française, notamment les femmes pour accoucher. À partir du moment où elles ont accouché en Guyane française, leur enfant peut avoir la nationalité française. Alors ça, c'était un problème pour la Guyane. Il y a eu des émeutes il y a quelques années. Il y avait Macron qui était allé. C'est là où il avait dit donc qu'il allait dans cette belle île qui était la Guyane. C'est en fait une marmite qui risque d'exploser à tout moment, si je comprends bien, la Guyane. J'ai l'impression qu'il y a des soucis à se faire, parce que si on ne peut pas contrôler l'immigration, ça pose un vrai problème aux populations, notamment parce qu'il faut accueillir. Enfin, la France a toujours été une terre d'accueil, donc il faut construire des écoles, parce que par ailleurs, il n'y a pas les finances et les infrastructures qui suivent, parce que c'est un ensemble de choses. Donc ça peut créer une situation explosive, en effet, dans les années qui viennent. Oui. Quand je vois comment la France donne de l'argent, par exemple, c'est très bien de donner de l'argent, ça c'est toujours un geste généreux, mais quand par l'intermédiaire des fonds européens, la France verse des sommes considérables, par exemple à la Croatie, pour qu'elle fasse construire un pont par une entreprise chinoise pour relier une île de Croatie au continent, on se dit que les 100 et quelques millions qu'on a versés d'euros auraient peut-être été préférables pour en construire des écoles en Guyane française ou pour rallier Maripasoula à Saint-Laurent-du-Maroni par la route, par exemple. Enfin, ça fait partie de ce genre de choses extraordinaires. L'outre-mer français, semble-t-il, compte moins aux yeux des élites parisiennes que de donner de l'argent aux pays membres de l'Union européenne. Ça pose quand même un véritable problème. On ne va pas parler ici de la Nouvelle-Calédonie parce que on va bientôt faire je compte faire un duplex avec Charlie Winter, qui est notre représentant en Nouvelle-Calédonie, mais la situation est quand même assez inquiétante parce qu'on a vraiment l'impression que Paris a décidé de se débarrasser de la Nouvelle-Calédonie parce que ça coûte trop cher, en fait. Voilà la situation. Le rhum en Martinique, c'est une valeur sûre quand même. Ah oui, c'est la valeur la plus sûre qui soit. Non, il est considéré comme l'un des meilleurs rhums au monde. Ça, c'est vrai. Enfin, il y a des techniques de production qui sont reconnues. Et puis bon, n'importe quel connaisseur de rhum pourra en attester. Il y a une comment dirais-je, attestation d'origine. Il y a un AOC. Un AOC ou oui. Une IGP AOC. Oui, il y a une AOC sur le rhum. C'est le seul rhum qui possède une AOC. En Guadeloupe, ils n'ont pas d'AOC. Faites attention. Attention, on ne va pas se fâcher non plus. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. La violence, les mouvements woke, on a décapité de nouveau la statue de comment dirais-je, de Joséphine de Beauharnais à Fort-de-France. Bah, elle n'a pas été remise, on va dire, la dernière fois qu'elle a été décapitée, on n'a pas remis la tête. Il y a ça, il y a des phénomènes aussi en effet, de destruction de statues de Victor Schœlcher, notamment dans plusieurs communes de Martinique. On a eu des dégradations de statues de toutes ces... Mais pourquoi ? Je rappelle ici aux gens qui nous écoutent que Victor Schœlcher, c'est en 1848 le député français qui a fait voter définitivement la fin de l'esclavage en France. L'esclavage qui avait été donc... Il y a deux choses dans l'esclavage. Il y a ce qu'on appelle comment dirais-je, le trafic d'esclaves, et puis la traite des esclaves, et puis l'esclavage proprement dit. C'est-à-dire faire venir des esclaves du continent africain, et puis après ça, les utiliser comme main-d'œuvre gratuite. Ça, c'est l'esclavage. Donc la France a été le premier pays du monde en 1793, pendant la Révolution, à interdire à la fois la traite et l'esclavage, et suivi par le Danemark en 1797. Et puis effectivement, sous Napoléon, on en avait parlé il y a quelques semaines ici, au moment de la mort de Napoléon, qui a fait quand même, dont on a beaucoup parlé à cette occasion, sous Napoléon, qui était marié donc avec Joséphine de Beauharnais, qui était donc une créole, enfin une béquée, d'origine métropolitaine, qui est, je crois, enfin sa famille en tout cas. Oui. Mais elle était née en Martinique. En Martinique. Voilà, donc elle, et à travers elle, c'était pas tellement elle d'ailleurs, c'était surtout les planteurs martiniquais et guadeloupéens
qui avaient fait valoir que s'ils n'avaient plus leur main-d'œuvre gratuite, ils n'arriveraient plus à produire. Donc Napoléon avait cédé à cette demande et avait rétabli l'esclavage. La traite n'avait pas été, je crois, rétablie, mais l'esclavage avait été rétabli. Ce qui n'est pas bien, évidemment, à notre regard contemporain. Mais c'était limité aux Antilles et ça a été ensuite définitivement aboli en 1848 par Victor Schœlcher. Mais alors comment se fait-il que les statues de Victor Schœlcher, qui devrait être quand même plutôt un héros, comment se fait-il qu'elles soient détruites elles aussi? C'est quoi? C'est assez incompréhensible. On a plutôt une impression, en effet, d'une volonté de destruction de ce passé colonial, même quand bien même ce seraient des figures justement de libération. Mais il me semble que les personnes qui font ça, parce qu'évidemment il y a des enquêtes qui sont faites, on ne les retrouve pas forcément, mais c'est peut-être pas des personnes qui ont suffisamment de connaissances peut-être de l'histoire en général, parce qu'on a quand même ce sentiment-là qu'on rejette beaucoup de fautes sur le passé, mais sans essayer vraiment de comprendre les tenants, les aboutissants, ce qui a pu se passer au cours de ces siècles. Et moi, je pense que ça manque vraiment de discussion et de mise à plat de tout ça et regarder devant, parce que à force de regarder, enfin, il faut regarder, il faut savoir d'où on vient, évidemment, mais c'est quoi? C'est l'influence américaine qui joue alors? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influences américaines assez nocives, notamment en Martinique. Ne serait-ce que par la proximité, mais on a une montée de la violence, on a des comportements, les modes américaines qui sont facilement adaptés. On écoute beaucoup de musique américaine, du dancehall, ce genre de musique qui attire beaucoup les jeunes. Le fast-food, les fast-food de manière générale. Il y a des McDonald's partout en Martinique. Beaucoup. Et puis ça fait recette. Hein. Les jeunes sont friands de tout ça, de cette culture américaine. Et moi, je trouve qu'il y a des très très mauvais côtés à cette culture et que je pense qu'on devrait, en Martinique notamment, mais en Guadeloupe et d'ailleurs dans tout l'outre-mer français, défendre les valeurs de la culture française. Et je pense que beaucoup d'ultramarins seraient d'accord avec cela. Malheureusement, on n'a pas assez de dialogue. Alors il y a eu un changement institutionnel en Martinique qui n'a pas eu lieu en Guadeloupe. C'est la création d'une collectivité unique de Martinique, comme il y a eu une collectivité unique d'Alsace d'ailleurs. Alors c'est quoi les conséquences de ça? Donc rappelez-nous, donc en Guadeloupe ils ont gardé le conseil régional, le conseil des... La région et le département, en fait, ils ont gardé le système classique. Oui. En 2010, il y a eu un vote pour ça, un référendum en Martinique et en Guyane. Mais la Guadeloupe n'a pas voulu faire ces évolutions institutionnelles. Donc on nous a proposé, aux Martiniquais et aux Guyanais, de transformer le conseil régional et le conseil général ou départemental en une seule collectivité unique. Soi-disant pour améliorer la gouvernance de la Martinique ou de la Guyane. C'est parti de ces mots qui ne veulent rien dire. Améliorer la gouvernance. Ça, c'était le fruit d'une volonté du peuple, etc. Sauf que non, enfin, c'est surtout les politiques et une petite cour de juristes autour qui ont mis en place, on va dire, une manière en fait de détacher un peu la Martinique de la République française. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Si je vous comprends bien, à partir du moment où on ne parle plus d'un département, on ne parle plus du département de Martinique. Voilà, c'est la Martinique et la Guyane ne sont plus des départements ni des régions. Donc on parle d'une collectivité unique, comme la collectivité unique d'Alsace. Tout à fait. Et puis il y a un président.
Et il y a un président, oui, un président de l'exécutif. Donc il s'appelle le président de la Martinique. Bah, il s'appelle le président de la collectivité territoriale de Martinique. Et pour aller plus vite, on va dire le président de Martinique. Bah, c'est vrai que si on veut faire des raccourcis, oui, en Puis effet. alors, il a un drapeau, donc... Alors il y a eu en effet des volontés de créer un nouveau drapeau. Donc il y a un nouveau drapeau pour représenter la Martinique, puisqu'il y a aussi eu tout ce débat sur le drapeau aux quatre serpents. Dont les députés martiniquais, dont le député Nilor notamment, a demandé à ce que cet emblème soit supprimé, puisqu'il faisait référence au pavillon qui était sur les bateaux, du temps de la traite. Donc il y a ça. On a créé un hymne aussi, un hymne de la Martinique, enfin quelque chose pour les compétitions sportives dans la Caraïbe. Enfin, finalement, pour ne plus avoir à faire à ce qu'on n'entende plus la Marseillaise, en fait, on va dire. C'est ça. Donc c'est petit à petit, il y a une espèce de tentation, de tendance à faire une espèce d'indépendance progressive qui entre dans les esprits. Alors avec des gens qui disent mais non, surtout pas du tout. Mais en réalité, on dit on accoutume les esprits. Il y a de moins en moins de drapeaux français, de moins en moins la Marseillaise, de plus en plus un hymne local, de plus en plus de drapeaux européens aussi, j'imagine. Ah, ça, oui, les drapeaux européens, il y en a partout. Il y a partout des drapeaux européens, c'est bien ça. Hein, voilà. Oui. On a ce sentiment-là en Martinique, et je pense en effet que la dégradation des services publics, de tout un tas de choses, des transports, enfin dans tous les domaines, sont liés à ces décisions qui sont prises, puisque ça a des conséquences financières. Hein. On n'a pas les mêmes du coup dotations qui sont données à la collectivité de Martinique quand on avait le conseil régional et le conseil départemental. Donc on doit faire autant, même mieux, avec moins d'argent. Hein. Donc là, il y a un vrai problème aussi de nature économique. Et donc, du coup, là, on a les fonds européens dont on entend parler en permanence, des fonds européens qui seraient là pour faire se développer tout un tas de projets, etc. Voilà. Projets dont on ne voit jamais le jour, finalement, ou très peu, parce qu'on entend aussi, par ailleurs, que les fonds européens en Martinique, en Guadeloupe, ne sont pas utilisés. À hauteur de ce qu'il devrait. Par exemple, jusqu'à il y a 6 mois ou 1 an, on entendait qu'il y avait que moins de 30% des fonds européens qui avaient été utilisés. Ah oui. On a ce sentiment que l'Europe donne de l'argent, mais cet argent-là, en fait, on ne peut pas l'utiliser comme on voudrait. Et est-ce que les Martiniquais ont compris que cet argent donné par l'Europe, en fait, c'est la France qui le paye? Ils l'ont pas compris, ça. Je ne crois pas qu'il ait compris. Je ne crois pas dans la population générale, je ne crois pas qu'il ait compris. D'ailleurs, je crois que les questions européennes n'intéressent pas grand monde, en fait. Hein. Ça n'intéresse personne. Non. Et ceux que ça intéresse, en fait, c'est ceux qui bénéficient des subventions. Il y a des gens qui font du lobbying aussi à Bruxelles. Hein. Il y a des groupes antillais qui défendent des intérêts à Bruxelles parce qu'eux connaissent bien les mécanismes de financement. Ah oui, pour obtenir des financements. Mais à l'origine de l'origine, les gens... Donc en fait, ce que l'on voit en Martinique, c'est la même chose que ce que l'on voit un peu partout en France. C'est-à-dire qu'on efface délibérément le niveau national. On fait croire... Enfin, la France est sommée d'équilibrer ses budgets, ci et ça, donc de tailler dans les dotations budgétaires. Donc, vu du terrain, les dotations budgétaires aux collectivités locales ne cessent de diminuer. Ça, c'est le premier point. En même temps, on a, comme dirait Macron, on a l'Europe qui dit « Ne vous inquiétez pas, moi, je vais vous donner de l'argent ». Alors que cet argent nous est ponctionné, mais revient en fait au niveau local sous forme de drapeau bleu aux étoiles d'or. Donc lorsqu'on est martiniquais, moi je me rappelle quand j'étais en Guadeloupe, j'avais été sidéré. Quand on arrivait en Guadeloupe, il y avait des drapeaux européens partout, notamment à l'aéroport du Rézet. Il y avait des drapeaux. Le moindre escalator avait été payé par l'Union européenne, etc. Et vu de Guadeloupe, je crois que c'est pareil pour la Martinique, un de nos compatriotes qui vit en Guadeloupe ou en Guyane, c'est pareil. Le drapeau bleu-blanc-rouge, on ne le voit plus que sur la préfecture, la prison et les impôts. C'est à peu près ça. C'est-à-dire des choses a priori assez désagréables. Mais on a l'impression qu'il n'y a plus d'argent qui arrive. Et puis en revanche,
il y a l'Europe qui est là pour donner de l'argent. Heureusement qu'il y a l'Europe. Et en même temps, on a des forces qui promeuvent le développement d'une espèce d'autonomie locale avec un drapeau local, etc. Ce qui est bien visé là-dedans, c'est la destruction de notre pays. À la limite, si les Français étaient d'accord consciemment pour ce qui se passe, bon, moi, très bien. Mais les Français ne sont absolument pas d'accord avec ce qui se passe. C'est un processus vicieux qui est fait de façon subreptice. Et si jamais un jour les Martiniquais ou les Guadeloupéens prenaient leur indépendance, on verrait ce qui se passerait. C'est-à-dire que, pour le coup, ils n'auraient plus la manne de la France, qui serait d'ailleurs très contente de ne plus s'en occuper, de certaines élites françaises en tout cas. Et puis, ils ne seraient plus non plus membres de l'Union européenne d'un seul coup. Donc, ils n'auraient plus la manne de l'Union européenne qui n'existe que parce que la France verse de l'argent. Donc, le sort de la Guadeloupe ou de la Martinique serait de rejoindre le niveau de vie de la Dominique, hein, ou de la Grenade. C'est à peu près comme ça que les choses se passent. Je caricature pas. C'est en gros, oui, je pense qu'on peut dire ça. Il y a un sujet justement qui a quand même fait peut-être un petit peu tiquer certains élus et certaines personnalités en Martinique, peut-être des Martiniquais ou des citoyens, sur le fait qu'on a un problème d'algues sargasses qui arrive depuis 2011, voilà, depuis une dizaine d'années. On a des algues qui viennent s'échouer sur nos côtes. Et donc, le bon sens populaire s'est dit, mais bon sens, mais c'est bien sûr, on a des fonds européens qui ne sont pas utilisés. Donc on a besoin d'argent pour lutter contre ces invasions, parce qu'on peut on peut récupérer pour en faire du compost, des choses comme ça, mais il faut faire des usines, enfin il y a des installations à mettre en place. Donc utilisons cet argent pour créer nos outils, pour régler ce problème de sargasses, de récupération, de collecte, de transformation, etc. Et donc on s'est dit, pourquoi pas utiliser les fonds européens non utilisés. Mais ça, il n'en est pas question. Ça ne rentre pas dans les projets en fait, qui sont faits pour qu'on puisse utiliser ces fonds-là. On ne peut pas utiliser l'argent comme on le veut. Et c'est ça, en fait, qui est, à mon avis, qu'il faut que les gens comprennent. C'est que l'Europe, déjà, c'est de l'argent qui vient de la France. Cet argent-là, on nous dit qu'il y en a énormément, mais on nous donne que sur représentation de pièces, de dossiers dûment complétés, et on ne fait pas ce qu'on veut avec. Il faut que ça convienne. Alors le plus bel exemple, c'était celui que j'avais vu en Guadeloupe, puisqu'il y avait un projet de construction d'un nouveau CHU géant, donc à Pointe-à-Pitre. Donc on a expliqué aux populations locales, heureusement l'Europe est là, va tout financer, quelque chose de flambant neuf. Bon, très bien. Et donc on avait vendu ça aux populations de la Guadeloupe en disant ça va créer des quantités d'emplois, il va y avoir des embauches, etc. chez tous les sous-traitants, chez tous les corps de métier. Et puis les Guadeloupéens ont sacrément déchanté parce qu'en réalité c'était des appels d'offres européens et ça a été remporté par des entreprises polonaises, bulgares qui ont envoyé de la main-d'œuvre polonaise ou bulgare. Et donc en Guadeloupe pour construire le CHU. Le CHU, parce que c'était des appels d'offres européens auxquels ne pouvaient répondre que des entreprises qui justifiaient de centaines de millions de chiffres d'affaires. Oui, c'est ça. Comme ça. Absolument. Et donc les entreprises martiniquaises qui sont évidemment plutôt des PME, il n'y a pas des groupes multinationaux qui sont d'origine martiniquaise, il n'y en a pas beaucoup en tout cas, ne pouvaient pas soumissionner, donc c'était forcément des entreprises polonaises. Qui pouvaient répondre, ne serait-ce que répondre aux appels d'offres. Oui, c'est ça. Voilà, répondre aux appels. Et donc les entreprises martiniquaises ne peuvent au mieux récupérer que des petits marchés de sous-traitance. Voilà, donc ça n'a aucun impact en plus sur vraiment l'emploi en Martinique, en Guadeloupe, dont on aurait bien besoin. Bref, on marche sur la tête parce que dans la France du XXIe siècle, que la France ait des possessions en Guadeloupe, en Martinique, je rappelle que ce sont des îles qui ont été rattachées à la couronne de France. Je parle sous votre contrôle, mais à peu près sous Louis XIII ou au début de Louis XIV, donc vers les années 1630-1640, et qui sont donc françaises depuis bien plus longtemps. Par exemple,
que Lille, ou bien que Nice, ou que la Corse, ou que la Savoie. Donc des parties de la France métropolitaine. Ce sont des îles, les îles à sucre, les vieilles colonies françaises, qui sont françaises depuis plus de 350 ans, ou peut-être bientôt 400 ans en fait. Hein. Mais maintenant où la France est présente par l'intermédiaire de ces départements, et où, je crois, le sentiment indépendantiste est quand même très minoritaire. De ce très minoritaire dans la population, voilà. Bien sûr. On devrait à mon avis, on devrait utiliser ces points d'ancrage pour avoir un rayonnement de la France dans la zone Caraïbe, avoir un rayonnement, avoir des relations avec le Mexique, le Venezuela, le Brésil, etc. Mais on voit qu'avec la construction européenne, en fait, on fait faire, quitte à donner du travail, il vaudrait mieux peut-être qu'avoir des ouvriers venus du Brésil ou venus du Venezuela, plutôt que de les faire venir de Pologne ou de Bulgarie, sur des fonds qui transitent par Bruxelles. Enfin, on marche complètement sur la tête avec ces systèmes de régions ultra-périphériques, je pense. Un dernier mot, parce qu'il faut conclure. L'UPR, alors sur place, est-ce que on va s'investir bientôt pour la présidentielle et les législatives? On avait été présents aux législatives. Hein, on avait été présents en 2017 aux législatives. On avait présenté des candidats dans chacune des circonscriptions, de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane également. Donc on sera présent évidemment en 2022. On sera là on collait les affiches pour la présidentielle d'abord, évidemment. Et j'avais fait un score comment en Martinique? En Martinique, je crois que on était à 2,3 ou 2,4%. Il me semble me rappeler, j'ai oublié de le vérifier avant. Aux législatives. Mais on avait fait des scores nettement meilleurs en Martinique et en Guadeloupe qu'en métropole. Pour la présidentielle et pour les législatives, ouais, je tout crois. À fait. Oui. Voilà, ça c'était parce qu'en fait, et on le voit d'ailleurs parmi les adhérents de l'UPR, on attire beaucoup à l'UPR des Français de toutes les origines et aussi beaucoup de Français, soit des ultramarins, soit des Français d'origine immigrée à 1, 2, 3 générations, et qui souhaitent que la France réaffirme son indépendance nationale, son rayonnement, sa langue, et n'ont pas envie de devenir des sous-produits en l'espèce aux Antilles, c'est de devenir des sous-américains en fait. C'est ça, ça serait Malheureusement, c'est le risque. Je pense que beaucoup ne sont pas encore conscients de ce réel danger. C'est-à-dire qu'il faut réaffirmer une identité spécifique, hein, parce qu'il faut quand même tenir compte de la spécificité des populations sur place, bien sûr, mais avec la bienveillance et la protection de la France, à mon avis, qui a des plus belles valeurs, et je pense qu'il est bien mieux vu et mieux ressenti par les populations locales que les valeurs américaines. Et puis alors en plus de ça, il y a quand même eu des échanges, des mariages, des familles qui, vous en êtes un exemple, entre les métropolitains et les Antillais, c'est une vieille histoire d'amour maintenant. Mais bien sûr, il faut du vivre ensemble, il faut aller vers cela. Alors si vous habitez, alors d'abord j'espère que ça vous a intéressé, mais si vous habitez en Martinique ou en Guadeloupe, vous tournez vers Sébastien Dubois. Vous trouverez ses coordonnées sur le site de l'UPR. En Guyane, c'est Georges Mignot qui s'occupe de nos adhérents en Guyane. Et mobilisez-vous, adhérez à l'UPR et puis apportons quelque chose de neuf dans les départements français de l'outre-mer, parce que c'est aussi la France et vous savez que j'y porte un très grand intérêt. Merci Sébastien Dubois, et puis toutes mes amitiés à Laurine et puis à votre belle famille qui m'avait si gentiment reçu quand j'étais venu. Merci beaucoup. À bientôt.